messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Mettre un enfant au monde, c'est la plus belle chose qui peut arriver à un couple. On dit même très souvent que c'est l'apothéose de l'amour dans un couple. Alors, l'enfant vient au monde. Souvent, la première question qu'on se pose et qu'on pose au médecin ou à l'infirmière, est-ce que mon enfant est en santé? Est-ce qu'il est normal? Et tout d'un coup, on apprend, quelques années plus tard, que son enfant est atteint du diabète de type 1. Est-ce que tout bascule? Comment les parents réagissent face à une telle nouvelle? Bien, c'est ce qui est arrivé à mon invité, Mme Camille Boivin. Madame Boivin, bonsoir. Bonsoir. C'est pas facile de faire une émission de même. C'est même difficile. Il y a genre d'émissions qui sont faciles à faire, d'autres qui sont plus difficiles. Et vous savez les raisons. Oh, oui. Sûrement. Alors, vous avez mis un enfant au monde. C'est vrai que c'est la plus belle chose qui puisse arriver, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est les plus beaux souvenirs de ma vie. Mais quand on apprend une nouvelle comme ça, que son enfant est pris d'un diabète de type 1, comment on réagit? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tout bascule? Oui, tout s'écroule autour, là. Ça a été très difficile. Même quand j'y repense, je suis très émotive, mais vous savez, on met un enfant au monde, il est normal, il est en santé. Oui, oui. Soudainement, on apprend une nouvelle comme ça, donc c'est d'une minute à l'autre, hein? Oui, c'est ça, exactement. Parce qu'il y a 5 minutes, tout était parfait. C'est ça. La santé y était, le bonheur y était. 5 minutes plus tard, on vous annonce le diagnostic. Et là, tout bascule. Le quotidien, comme on le connaissait, change complètement. Parce que l'enfant est là et un enfant qui souffre. Est-ce qu'on peut dire souffrir? Oui, souffrir de diabète de type 1 ou est présentement, atteint... au moment du diagnostic, Jacob ne souffrait pas physiquement. Physiquement, OK. Il avait certains symptômes. C'est sûr que quand tu es en hyperglycémie, une fatigue qui s'installe. Donc, c'était un enfant qui était très calme. Il n'était pas très agité. Là, nous, on se disait, bon, on a un petit intellectuel, ce ne sera pas un grand sportif. Mais finalement, c'est justement ces hyperglycémies-là qui le rendait aussi amorphe. Donc, on peut dire souffrir, mais on ne parle pas de souffrance physique où est-ce qu'il y a vraiment de la douleur. Alors là, vous recevez le diagnostic, puis là, tout s'écroule. Oui. On peut dire. Oui, puis tout se passe très rapidement. Moi, je me suis présentée à l'urgence un matin avec Jacob parce que ça faisait une semaine qu'il buvait beaucoup, beaucoup d'eau. Il allait aux toilettes souvent, souvent, et ses urines avaient une odeur fruitée. Donc, je trouvais ça bizarre, mais j'étais pas familière avec le diabète du tout, ni les hyper- ou hypoglycémies. Donc, je me suis présentée à l'urgence un matin, très tôt, donc il était à jeun. Quand j'ai parlé des symptômes à l'infirmier, il a pris une glycémie. Bon, son taux de sucre était à 10,8 à jeun. On parle d'une normale, là, avant le déjeuner, avant un repas, entre 4 et 6. 4 et 6, OK, oui, donc, exactement. Lui, il était à 10,8 à jeun avant le repas. Donc, là, l'infirmier me dit, OK, on vous installe en observation. Puis là, tout va vite, mais on comprend pas trop. On sait que son taux de sucre est haut. Ce que ça implique, je ne sais pas. Donc là, le petit a faim. Donc, j'avais amené son déjeuner. Il déjeune. Personne ne m'avait dit autrement. Donc, je le fais déjeuner. On reprend une glycémie. Là, il est à 28. Là, on s'entend qu'on est sur le bord d'un coma, en tout cas pour un adulte. On sait que les enfants sont plus résistants. C'est comme les fièvres. Donc, le taux de sucre, ça fonctionne un petit peu de la même façon. Donc là, après ça, il y a eu l'hospitalisation. Ils nous ont monté au premier étage. Ils nous ont donné une chambre, un lit. Mais après ça, ça a été très rapide. Là, ils ont dit non, on ne vous garde pas à la SAR, on vous envoie à Rouen en pédiatrie. Est-ce que quelqu'un peut venir s'occuper de Jacob? Vous allez devoir faire vos valises. Ah. Mais il a quel âge, là, Jacob? Là, à ce moment-là, c'est en janvier dernier, ça. Janvier 2010, donc il a 3 ans et demi. OK, c'est beau. Donc là, moi, mes parents viennent à l'hôpital, je m'en vais chez nous, fais des valises. Combien de temps on est parti, je ne sais pas. J'en amène trop, pas assez. En tout cas, donc on est resté 5 jours en pédiatrie à Rouen. Et si on parlait, très vitement, c'est sûr qu'on ne peut pas aller dans les détails, mais quand on parle de diabète de type 1, c'est quoi exactement? OK, le type 1, première des choses, ce n'est pas une maladie génétique. Donc, ce n'est pas un parent qui le transmet à un enfant. Pas du tout.
On peut pas dire non plus que c'est héréditaire, parce que ça veut pas dire que moi, j'ai le diabète, que mes enfants vont l'avoir. On peut développer des prédispositions qui appellent quand un parent est diabétique. Les chances sont chez les femmes de 0,04 plus élevées qu'un autre enfant. OK. Donc, les chances sont minimes. Dans notre cas, ce qui est arrivé, c'est que, première des choses, il faut dire que c'est une maladie auto-immunitaire. Donc, Jacob, il y a près d'un an de ça, a eu une grosse fièvre. Tous les enfants passent par là. Il y a 2-3 jours où est-ce qu'ils font une grosse fièvre, 40, on a de la difficulté à la faire baisser, on ne sait pas ce qui se passe, on va à l'hôpital, c'est un virus, ça va passer. Sauf que nous, ce virus-là a occasionné le diabète. Parce que Jacob a fait des anticorps pour combattre son virus et par la même occasion a développé des anticorps qui ont attaqué les cellules bêta au niveau de son pancréas et qui les a complètement détruites. Ah, mon Dieu. Donc ça, c'est irréversible. C'est un petit peu comme la varicelle. On l'a eu une fois, on ne peut pas la revoir. Oui. Donc Jacob, même s'il y aurait une greffe de pancréas, son corps redétruirait toutes ces cellules-là. Eh mon Dieu. Ouais. OK. Alors là, c'est un type de diabète qui est quand même... Est-ce qu'il... Là, je vais aller plus loin. Là. Est-ce qu'il peut emmener jusqu'à la mort? Bien, certainement. Sûrement. Certainement. Le diabète, là, de la manière que ça fonctionne, juste pour vous expliquer rapidement pour qu'on puisse mieux comprendre la maladie, l'insuline, ça, c'est notre pancréas qui fait l'insuline. L'insuline agit comme une clé dans notre corps. Le sucre, lui, est notre carburant. C'est lui qui nous fournit notre source d'énergie pour passer à travers de notre journée. Sans l'insuline, le sucre ne peut pas entrer dans les cellules pour nourrir les muscles, les nerfs, le cerveau. Donc, ça prend absolument cette petite clé-là qui est l'insuline pour ouvrir ces petites portes-là. Donc, sans insuline, le sang, lui, reste... le sucre reste dans le sang. OK. Le sucre, lui, agit un peu comme de la vitre dans les veines. Donc, il se promène partout dans le corps, il abîme les veines, des tissus cicatriciels, mauvaise circulation sanguine. Ça peut occasionner des amputations au niveau des jambes, plus souvent. C'est sans parler des problèmes rénaux, parce que le sucre agit de la même manière au niveau des reins. Donc, un jour, les reins cessent de fonctionner, on se ramasse en dialyse, en greffe. La cécité, il y a plusieurs... Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte dans ça. Donc, voilà l'importance de bien traiter. Oui, exactement. C'est très important. C'est pas rare de voir des jeunes dans la vingtaine avec des problèmes cardiaques. Moi, j'essaie d'éviter ça à tout prix. Vraiment, là. OK. Bon, là, vous et votre conjoint, là, vous devez fournir à votre fils un traitement précis et efficace. Oui. Ça, là, c'est excessivement important. Alors, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Bon, au départ, quand on est diagnostiqué, ce qu'ils nous apprennent à l'hôpital, donc là, faut apprendre à comprendre la maladie. Il faut aussi apprendre à traiter la maladie. On a des cours intensifs en diététique car on doit calculer tous les glucides que Jacob ingère. À chaque fois qu'il en mange, il faut calculer et ensuite transformer ça en une dose d'insuline. Donc ça, c'est très important. Donc le traitement primaire de base pour le diabète, c'est les injections. Donc chaque fois qu'il y a un repas, on calcule les glucides, on fait la conversion en insuline et on doit injecter à l'aide d'un stylo-injecteur. Donc, Jacob, 3 repas par jour, donc c'est 3 injections sûres et certaines. Jacob, comme tous les diabétiques type 1, ont besoin d'une injection d'insuline basale qui gère le sucre plutôt la nuit, parce que notre foie, lui, emmagasine aussi du sucre et il le libère durant la nuit. Okay. Donc, ça prend une insuline basale pour ça. Donc, on est rendu à 4 injections sûres et certaines et possibilité d'une 5e en soirée s'il a tendance à aller vers l'hyperglycémie, je dois lui donner une correction. Donc, on est de 4 à 5 injections par jour. Tous les jours. Vous devez toujours le surveiller. Toujours. Est-ce que c'est ça, c'est sans compter les glycémies sur le bout des doigts, parce que c'est pas écrit dans le ciel, là, il est à combien son taux de sucre. Donc, moi, à chaque fois que j'ai un doute ou que j'ai une inquiétude, je dois prendre son petit doigt, piquer son petit doigt, faire sortir la petite goutte de sang pour vérifier avec le glucomètre. Ça, on s'entend, là, regardez, là, ici, là, j'ai un carnet, là. OK.
Ça, c'est son carnet de glycémie, là. Si je prends une journée par hasard, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 glycémies dans sa journée. Ça veut dire 11 petites piqûres au bout Oui, des le doigts. petit gars, là, il a 10 doigts, là, hein? Ben oui, on s'entend. Puis ça, là, on il t'a recommence piqué 2 fois, là, c'est sûr. on recommence à tous les jours, là. Ah. Donc, il y a les petits doigts maganés. Je comprends. Donc, un moment donné, notre médecin nous a parlé de la possibilité de se procurer une pompe à insuline. C'est cette petite machine-là. Bon, là, on va en venir, là. Ça, c'est excessivement important. Alors, votre médecin, là, il parle de cette petite pompe-là. Oui. Bon, ça, c'est bien beau. OK, ah, parfait, mais il y a un petit hic là-dedans, hein? Oui. Elle est dispendieuse. C'est un très gros hic. La pompe, elle-même, celle-ci, la Minibed de Medtronic, se détaille à 6 008. Donc, mais ça, c'est seulement que la pompe. Parce que là, moi, je dois utiliser des cathéters aux 2 jours, des réservoirs. J'ai plein d'équipements là, qui vont avec ça. J'ai le capteur de glycémie pour avoir la glycémie en continu. Lui est 700 $ et il coûte 50 $ par semaine à opérer. Donc, c'est 500 $ de fourniture par mois, plus 6 800 $ pour la pompe, 700 $ pour le capteur de glycémie. Et dans ça, la seule chose qui est couverte par la RAMQ, c'est l'insuline, qui est environ 40 $ par mois. Ça veut dire que cette petite pompe-là, là, et tout, là, ce n'est pas couvert par la RAMQ. Non. Alors, ça veut dire qu'à ce moment-là, Mme Boivin et son conjoint doivent se tourner de bord et dire, là, il faut prendre environ 10 000 $ pour que notre fils soit, entre parenthèses, ait une vie. Oui. C'est ça? Nous, ce qu'on a compris là-dedans, c'est qu'on n'avait pas les moyens que notre fils soit malade. Et vous n'êtes pas la seule. Oui, malheureusement. Puis, moi, là, je vais essayer de ne pas faire une trop grosse montée de lait, là, mais ce que je peux pas concevoir, là, puis là, c'est pas compliqué, là, quand on regarde dans le journal, là, puis qu'on voit là, que j'ai rien contre les festivals, là, absolument rien, sauf que quand on regarde dans le journal, les festival de la fraise, du bleuet, de la banane, de la tortue, du lièvre, parlez-en comme vous voulez, n'importe quoi, 15, 20, 25, 30, 40 000 piastres qu'on donne pour ça. J'ai rien contre ça, absolument rien. Sauf que, M. le ministre de la Santé, il y aurait des dossiers qu'il faudrait qu'ils soient revisés. Quand on y va pour le bien-être d'un enfant comme ça, on n'est pas capable. La RAMQ n'est pas capable de fournir entre 7 et 10 000 $ pour rendre un enfant, pour qu'un enfant ait une vie un peu normale. Je pense qu'il y a des dossiers à reviser, Monsieur le ministre Bolduc. Je pense que je leur ai dit, là, j'ai rien contre les festivals, absolument rien, mais il y a des priorités, par exemple, que vous devez regarder, et ça en est, ça, des priorités. Le budget de la santé, c'est 47 % du budget provincial, et vous le savez très bien. On ne peut pas inclure là-dedans 10 000 $ pour aider une famille et un enfant à avoir une vie normale. Revisez vos dossiers, M. le ministre, et c'est très urgent, en plus de ça. Donc, vous avez dû faire quoi? Parce que là, ça prend l'argent et vous ne l'avez pas. Donc, à ce moment-là, il faut comprendre que si on se serre la ceinture, serré, on y arrive. D'accord? Mais il faut comprendre aussi que la maladie amène un stress qui est indescriptible sur une famille. Ben oui, c'est difficile sur un couple, c'est difficile sur une famille. On se ramasse souvent le moral à plat. Donc là, moi, je me dis, on n'a pas les moyens d'amener un stress financier en plus. Parce qu'on aurait pu la payer, la pompe, mais vraiment, on aurait dû serrer la ceinture et ça aurait occasionné un autre stress. Donc, moi, je me dis, on fait une levée de fonds. Bon, premièrement, la levée de fonds, c'est pour amasser des sous pour pouvoir offrir cette petite pompe-là à Jacob. Mais en même temps, ce que je trouve merveilleux, c'est que ça nous donne la possibilité d'informer. Oui, de sensibiliser et d'éduquer les gens. Sensibiliser la population à ça. Parce que moi, avant le diagnostic de Jacob, j'avais déjà entendu le mot diabète. Je savais que ça avait un rapport avec le sucre, mais comme bien des gens, tu penses, les diabétiques, il ne faut pas qu'ils mangent de sucre, ou quand ils ne filent pas, il faut qu'ils mangent du sucre. Pourquoi, comment, on ne le sait pas. Donc, je me suis dit, je ne dois pas être la seule, là. Il y a plein de gens qui ne savent pas c'est quoi. Fait que moi, cette ouverture-là m'a permis justement d'aller vers les gens, de créer une page Facebook pour Jacob qui accueille présentement 1462 membres.
toujours actif. Les gens s'ajoutent à tous les jours. Il y a des membres qui s'ajoutent. C'est vraiment merveilleux. Ça leur permet de suivre le développement de Jacob, comment ça va avec la pompe. J'y mets des photos aussi. Puis, une chose qui est importante, Mme Boivin, qu'il faut dire, puis vraiment importante, c'est que vous renseignez les gens. Et ça, c'est important. C'est important parce que mon fils, l'an prochain, parce que présentement, Jacob a 4 ans, il a eu 4 ans au mois de juillet. L'an prochain, ça va être la rentrée scolaire. Oui, exactement. Il y a beaucoup d'enfants qui vont le regarder parce que physiquement, il va être différent parce qu'il y a comme un organe externe, mon fils. À chaque repas, il va prendre sa petite pompe, il va rentrer toutes ses informations et il va s'injecter son insuline. Donc, les enfants vont avoir un regard différent sur lui et je trouve que c'est important que les parents de ces enfants-là sachent que mon enfant est normal. Oui, et qu'ils puissent l'expliquer à leurs enfants aussi. C'est pas un petit robot ou c'est pas un petit extraterrestre, mais des fois, aux yeux des enfants, des autres enfants, ça peut être différent. Donc, moi, le but, c'était vraiment d'informer les gens qui puissent voir mon garçon comme n'importe quel autre enfant, parce que le but, surtout avec cette pompe-là, le but, c'est justement, c'est qu'il ait la possibilité d'être comme les autres enfants. Oui, exactement. Puis c'est ça qui est important pour les autres enfants et pour le vôtre. Parce que le vôtre, il ne faut pas qu'il se sente à part. Parce que lui, là, il est malade, et il faut faire attention à lui. Non, c'est pas ça, là. Première des choses, mon fils n'est pas malade parce que je le traite. OK. Moi et son père le traitons assidûment. Nous sommes très rigoureux sur le traitement et on fait vraiment de notre mieux. Donc, il n'est pas malade. Mon fils serait malade s'il ne serait pas traité. Donc, et il se sent différent aussi parce qu'il sait que ses autres amis n'ont pas à subir ça. Mais moi, je le cache pas. Je le cache pas. Vous voulez la voir, la pompe, regardez-la. Je mets des photos de lui sans chandail pour que les gens puissent voir le cathéter, puissent voir le capteur de glycémie, comment ça fonctionne. Je sais que les gens sont curieux. Bien. Oui, c'est bien ça. Puis la curiosité, mène à l'éducation. Hein? C'est ça. C'est ce qui est important. Alors là, vous avez... Parlez-nous des bracelets que vous avez mis. Ah, nos beaux bracelets. Là, j'en ai 3 couleurs ici, mais on en avait beaucoup plus. Donc, l'idée pour la levée de fonds, justement, je cherchais une idée... comment amasser des sous. Je voulais pas juste ramasser des dons. C'est sûr que les dons, c'est avec ça qu'on avance, là. Mais le but, c'était aussi que les gens posent des questions, tout ça. Là, j'ai trouvé ces bracelets-là. Puis là, je me suis dit, bon, ils se détaillaient pas trop cher. J'ai dit, on pourrait faire un bon profit dessus. On les vendait 5 $, donc on faisait un profit de 4 $ dessus. OK. Puis, les gens les portaient fièrement, les enfants aussi. Il y a eu un c'était engouement. Ensemble pour Jacob. Oui, Ensemble pour Jacob, inscrit dessus, avec le Mhm. ruban de la cause pour le diabète. Donc, il y a eu un engouement la première semaine. On avait 1000 bracelets, ils se sont envolés très, très rapidement. On avait des points de vente en ville, des commerçants qui ont été gentils d'accueillir nos bracelets. Puis, on a dû en recommander encore 2000 autres. Eux aussi ont parti assez rapidement. Puis, je trouvais ça vraiment le fun parce que les gens les portaient. Puis là, c'est quoi ton bracelet? Ensemble pour Jacob. Donc, ça faisait du bouche à oreille. Oui, les gens en parlaient beaucoup. Donc, ça nous a donné une visibilité aussi en même temps qu'on pouvait ramasser des sous. Excellente. Oui. Excellent. Merci. Souper de spaghetti aussi. En tout cas, il y a eu tellement de choses qui ont été faites. Oui. Moi, il y a une question que j'aimerais vous poser, c'est que c'est sûr que le soutien des parents est essentiel. Le soutien du conjoint, de la conjointe, c'est essentiel. C'est important, oui. Hein? Oui, c'est très important. Quand on est sorti de l'hôpital, nous, là, après 5 jours là, de cours intensifs, des cours médicaux, des cours techniques, des cours théoriques, des cours de diététique. Pour tout comprendre. Ouais. Là, quand ils nous relâchent là, dans le monde, là, on retourne, on essaye de retrouver un semblant de quotidien, un semblant de routine. C'est très difficile parce que on a des amis extraordinaires, des familles extraordinaires, mais c'est difficile. Quand on dit qu'en Abitibi-Témiscamingue, surtout, mais c'est difficile pour eux de comprendre qu'est-ce que nous, on vit. C'est ça. Exactement. Eux, ils viennent nous visiter. Bon, ils voient qu'on injecte Jacob au repas, mais les gens ne sont pas conscients des nuits d'insomnie, des nuits blanches à faire des glycémies, à essayer de gérer des hypos et des hyper. Le temps passe très vite, Madame Boivin, c'est parce qu'il reste à peine 2-3 minutes. Oui, puis moi, là, j'aimerais souligner une chose. On ne nommera pas de nom, c'est sûr, mais vous avez fait un geste de solidarité, un geste... qu'il faut en parler. Oui. Ce geste-là, c'est que vous avez eu un petit surplus de l'argent amassé. Oui. Puis, il y a une autre personne qui demeure à Québec,
qui est native de l'Abitibi-Ouest, de la Sarre, puis qui a un enfant avec la même maladie, le même diabète que le vôtre. Faire une levée de fonds à Québec, c'est presque impossible. Ici, ce n'est pas la même chose. Les gens sont plus soudés en région. Et vous avez demandé à la mère de cette jeune mère de famille-là, s'il lui manquait de l'argent pour acheter le même équipement, la même il manquait 1 000 et avec les surplus que vous avez eus, vous avez fait un chèque de 1 000 et vous l'avez envoyé à cette personne-là à Québec. Bravo, bravo, bravo. Merci, mais vous savez, on n'a aucun mérite. Les sous qu'on a reçus, c'est de l'amour qu'on a reçu, puis c'est important pour nous de le rendre. Quand on reçoit un petit peu trop de tout, c'est important de le partager, vous comprenez? Donc, pour nous, ça allait de soi. On devait le faire et on le fait, puis on en est très fiers. Alors, c'est une personne anciennement de la Sarre que vous connaissez bien, que je connais très bien également. Chapeau, félicitations à vous, à votre conjoint également. Je tiens à souligner aussi qu'il y a encore beaucoup d'enfants, juste en Abitibi-Ouest, à la Sarre ou dans les petits villages autour, qui pourraient bénéficier des pompes. Hein. Souvent, ils passent dans l'anonymat un peu, ces enfants-là. Exactement. Mais je vous le dis, j'en connais beaucoup, j'en ai connu beaucoup à travers de l'association et tout ça. Et il faudrait que ça bouge. La RAMQ, là. Madame Boivin, oui, la RAMQ. Monsieur le ministre, let's go. Hein? On prend ce dossier-là là, dans le fond, puis on le monte sur le dessus de la pile, puis regardez, on donne de l'argent à ces familles-là. C'est excessivement important. Madame Boivin, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Longue vie à vous, longue vie à votre conjoint, et longue vie à Jacob également. Puis c'est un beau petit bonhomme, puis je suis persuadé qu'il va faire son chemin et dans la vie. C'est pas ça qui va l'empêcher. J'en suis persuadé. Merci et bon courage à vous. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Respecter une distance sécuritaire, c'est respecter les autres. Respecter un arrêt, même à vélo, c'est respecter les autres. La courtoisie, ça commence par le respect du code de la sécurité routière. Le relais pour la vie en Abitibi-Ouest a connu un grand succès malgré une certaine diminution en 2010. Alors, pour nous en parler, je reçois la coprésidente de cet événement qui avait lieu en juin dernier, Mme Cécile Poirier. Madame Poirier, bonsoir. Bonsoir. Madame Poirier, bon, écoutez, j'aime pas mon intro trop, là. Il fallait le dire aussi, mais ça a connu une certaine baisse. Ça, il ne faut pas s'en cacher. Mais par contre, ce fut quand même un très beau succès. Ça, il faut le dire aussi, là. Oui, je pense que le succès du relais n'est pas contesté, mais je peux vous expliquer en grande partie la baisse. Moi aussi, je vais vous dire que j'ai trouvé la baisse vraiment marquante, mais c'est pas compliqué. On avait 19 équipes de moins. Qui ont participé. Et faut pas se leurrer, 19 équipes rapportent 1 000 $ par équipe. Donc, ça ferait un 19 000 qu'on aurait pu aller récupérer facilement. Fait que c'est sûr que pour le prochain relais qui va devenir en 2011, il va falloir mettre l'emphase sur les équipes, la participation des équipes, parce qu'on se rend compte que, et plus de gens participent, plus c'est dynamique, plus c'est vivant. Et 19 équipes à 10 personnes chaque, ça fait pas loin de 200 personnes sur le site qu'on n'a pas eu non plus, là. Ça, oui, c'est marquant, mais vous pouvez associer ça à quoi exactement, cette diminution-là? Moi, et tout de suite, on va mettre une chose au clair, là. Ce n'est pas parce que Mme Poirier et son frère n'ont pas travaillé, là. C'est ça, là, c'est pas vrai. Même si on me dirait, là, où ils sont laissés traîner, puis c'est pas vrai. Absolument pas. On peut associer ça à quoi? Moi, je pense à l'essoufflement des chefs d'équipe. Moi, je pense que pour les chefs d'équipe qui forment des équipes, je pense que les gens trouvent peut-être ça ardu un petit peu. Moi, je pense que il va falloir s'orienter vraiment. Puis prochainement, on va continuer le comité, on va le former. Et il va falloir vraiment aller mettre l'emphase là-dessus, essayer de mettre ça le plus simplement possible, je pense, la formation d'équipe. Pour les chefs d'équipe, pour que ce soit moins ardu, faciliter cette tâche-là. Tu sais, dans le fond, puis on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui disaient moi, j'aurais participé, mais j'avais pas d'équipe. Est-ce qu'on est capable d'ouvrir la porte, de dire, exemple, tu as 3 personnes
qui sont prêts à embarquer, mais ils n'ont pas d'équipe. Regardez, payez-nous le 100 $ par participant d'équipe et on va vous en former une équipe, nous. C'est vrai. Dans le fond, moi, je pense qu'il faut vraiment aller dans toute cette tâche-là. Faut pas aussi se leurrer. Le contexte économique fait aussi que c'est de plus en plus difficile. Cette année, en Abitibi-Ouest, je pense que le bois n'a pas vraiment reparti. Ça n'a pas été facile. Non. Puis, et il y a de plus en plus de causes aussi qui sont toutes bonnes. Mais oui, moi, présentement, je suis dans le relais, mais on regarde 2 semaines avant, tu avais la marche Rona pour la mémoire Rona, pour la marche pour l'Alzheimer, qui est une excellente cause. Fait que, tu sais, puis. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et moi, ce que je peux reprocher, si j'ai un reproche à faire, c'est la publicité qu'on n'a pas eue. Ah. OK? Tu sais, je me dis, à un moment donné, parce que vu que c'est une cause comme ça, on n'a pas le droit de payer de la publicité. Dans les journaux, à la radio. Mais vous aurez toujours une place ici, par exemple. Tout le temps. Ça, je vous le jure. Ça, je vous dis que c'est très apprécié, mais je regardais le matin du relais, puis j'étais un peu frustrée. Le matin du relais, j'écoute Salut Bonjour, ils parlent de la marche du relais pour la vie à Amos, qui est la même journée que nous. Oui. Et nous, ils nous nomment pas. Je disais, l'impact, c'est-tu parce que je suis à la salle? Ça n'a comme pas de bon sens. Fait que c'est sûr qu'on a démontré à la Société canadienne du cancer qu'on n'était pas content de ça. Là. Oui, parce que on se dit, on travaille tous pour la même cause et on remercie les gens qui ont participé parce que ramasser 80 000 $ dans une nuit, c'est quand même excellent. Oui, je vais vous dire que, personnellement, j'étais déçue du résultat parce que je m'étais fixé plus haut que ça. Mais après un recul, je me disais, regarde, ce qu'on a fait, c'est quand même exceptionnel. Ramasser 80 000 dans une nuit avec des équipes. Mais oui, il va falloir travailler effectivement. Parce que quand même, c'est 44 équipes. 217 survivants, ça, il faut le dire, 217 survivants et 80 857,69 $. Moi, chapeau, là. Et moi, je vous dis, les survivants, on fait ça pour eux, on fait ça pour qu'ils viennent nous montrer quel courage ils ont eu. Parce que je vais vous dire que traverser cette épreuve-là, c'est pas facile, ces gens-là. Et moi, je peux vous dire, là, pour avoir assisté au souper de plus près, parce que j'étais comme à la coprésidence avec Jacques, de voir autant de chandails jaunes, parce que ces gens-là sont identifiés par des chandails jaunes, c'est assez... C'est un acte d'humilité. Oui. Puis je continue à le dire, et je le dis à chaque année. Moi, j'en connais des personnes là, qui ont survécu là, à un cancer, puis même j'ai des amis intimes qui ont survécu. J'en ai qui sont morts, malheureusement. Puis quand on regarde ça, là, moi, puis je le dis à chaque année, je suis là, une telle... Un tel, voyons donc, puis ça reste peut-être dans la rue voisine de chez nous, on n'était même pas au courant de ça, mais il y en a d'autres également qui font la marche, qui n'ont pas de gilet. Et ils sont quand même affectés, effectivement. Effectivement. Ça aussi, j'en ai vu, puis j'ai des amis dans ça. C'est sûr, l'objectif que vous vous étiez fixé, elle était haute, oui, mais seulement que vous n'avez pas à vous en mordre les pouces, là. Absolument pas. Mais vous avez parlé de publicité, vous avez parlé aussi d'équipes en moins. Qu'est-ce que vous auriez à donner comme conseil aux futurs coprésidents? Regardez, on avait pris le mandat pour 2 ans. Moi et mon frère. Fait que c'est sûr que pour l'édition 2011, on va être encore en poste. Ce que on veut, par contre, faire, c'est qu'on est en train de solliciter, et je vous les nommerai pas parce que je n'ai pas la confirmation finale, mais moi, l'objectif qu'on a cette année avec Jacques, c'est de tout de suite nommer les présidents pour l'édition 2012-2013, pour que les gens puissent commencer et qu'on ait une continuité et qu'on puisse voir... Il reste à peine 1 minute. Cérémonie des luminaires qui a débuté avec votre père, M. Gérard Poirier, qui est un survivant. Ça, c'était émotionnel. Oui, et je peux vous dire que la cérémonie des luminaires, ce qu'on se rend compte, je pense que ça va être de plus en plus important de respecter l'horaire. Il y a beaucoup de gens, on a dû... pour différentes raisons, retarder cette partie-là. Et je vais vous dire que ça, c'est le nerf de la guerre. Pour nous, il va falloir vraiment qu'on respecte ça. Oui, c'était très émouvant, je vous dirais, c'était très touchant, mais je pense que le but, c'est de se rappeler les gens qui sont là et de combattre avec eux. Alors, Madame Poirier, merci infiniment.
félicitations à vous et à votre frère également. Vous êtes les coprésidents pour 2011, encore une fois. On va vous recevoir, on va en parler le plus possible pour attirer le plus d'équipes possible. Puis je vous remercie et je vous en félicite. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.